Bonsoir à vous tous. Pendant que vous passiez des fêtes paisibles au coin du sapin de Noël, les cambrioleurs et autres gangsters n'ont pas chômé. La fin d'année est une période bénie pour les malfrats plus ou moins violents. Ces 3 dernières semaines, 6 braquages violents ont eu lieu un peu partout en Suisse. À Neuchâtel, c'est une bijouterie qui a été attaquée au fusil d'assaut, et à Martigny-à-Comté, des stations-service à la veille du Nouvel An. À Renan, un kiosque. À Berne, un supermarché Lidl. Même les CFF ont décidé de fermer en 2013 le guichet de la gare de Moudon, braqué à de nombreuses reprises. Bref, les braqueurs violents et sans scrupules sont parmi nous. Car il arrive, heureusement rarement, qu'ils s'en prennent aussi à des particuliers et qu'ils pénètrent dans les maisons et que le braquage tourne au cauchemar. Ce cauchemar, ceux qui l'ont vécu le racontent rarement. Eh bien, vous allez les voir et les entendre, ces victimes de la violence ordinaire, dans ce reportage de Florence Fernet et Jacques de Charrière. Comme ce couple de Jurassiens braqués 3 fois avec une cruauté inouïe et qui raconte comment on peut se remettre de ce traumatisme ou ne jamais s'en remettre. Quand je l'ai vu la première fois, son regard m'a vraiment marquée. Je suis pas prête de l'oublier. Et ouais, c'est aussi pour ça que je l'ai tout de suite reconnu dans la rue. Je pense qu'il m'a reconnu, mais... Ouais, je pense qu'il m'a reconnu. Dieu envoie les épreuves à qui peut les supporter. Donc je pense que je suis taille à supporter mes épreuves et à me redresser. Mon arbre, il n'est pas tordu, n'est-ce pas? Après l'agression, j'étais juste incapable de reprendre ma voiture. J'ai hésité à la vendre, je pensais que je ne pourrais plus jamais retourner dedans. Ça me poursuivait pendant forcément les semaines qui ont suivi. Chaque fois que je voyais un chapeau de paille dans la rue, je commençais à me liquéfier parce que mon agresseur en avait un. Donc je devais changer de trottoir. Et puis, enfin, j'étais extrêmement mal. Puis j'avais plus du tout envie de travailler. Je ne regarde plus les films policiers du tout. Je n'ai jamais beaucoup aimé, mais encore beaucoup moins maintenant. Effectivement, là, alors je zappe systématiquement toutes les scènes de violence et toutes les scènes qui ont quoi que ce soit à voir avec un thriller. Ça ne m'intéresse plus, je ne veux plus rien avoir avec ça. Il y a des rencontres profondément détestables. Pour Karine, tout commence dans une jolie maison de Bienne, où elle vient de s'installer avec son mari et sa petite fille de quelques mois. C'était une belle journée d'été, c'était un matin, et fin de matinée comme ça, j'avais couché ma fille, elle devait faire la sieste, et en fait j'en profitais pour être un peu dans mon bureau, faire des factures, ce genre de choses. Puis j'ai entendu du bruit sur le gravier. J'ai entendu qu'il y avait un vélo qui venait. Et d'abord, j'ai pensé que c'était mon mari qui rentrait. Et comme il s'est passé un petit moment où de nouveau il y avait du bruit à l'intérieur, en fait, je me suis levée et je suis allée voir qu'est-ce qui se passait. Il y a voleurs et voleurs. La plupart attendent que vous soyez partis pour pénétrer chez vous. Mais certains préfèrent que vous soyez là. Il y en a même qui rentrent carrément pour vous dépouiller sous la contrainte. Le droit suisse parle alors de brigandage. Les exemples sont rares, mais ils existent. Gérald tient boutique à l'écart des rues les plus passantes de la ville, un bijoutier genevois passionné, connu des amateurs. J'ai eu des visites que j'ai qualifiées d'indésirables. C'est-à-dire que j'ai un homme qui s'est présenté derrière la porte, j'ai entrouvert comme d'habitude, et il avait un collier en or dans les mains et il m'a demandé dans un mauvais anglais si ça m'intéressait. J'ai dit que non, enfin, je pense que j'ai déjà eu une intuition là, qu'il y avait quelque chose de pas net. Quelques jours après, j'ai de nouveau eu deux personnes. Il y en a un qui s'est présenté devant la vitre
Il m'a semblé en voir un qui était caché là derrière. Je me souviens même pas si j'ai ouvert. Là, je peux pas vous dire si j'ai ouvert. Donc pour vous, il y a eu une ambiance dans la période qui précédait. Oui. Vous avez perçu quelque chose. C'est comme si l'atmosphère s'était épaissie, si vous voulez, ou qu'il y a une espèce de vibration, attention à danger. J'en ai même parlé à un serrurier qui est un ami pour qu'il me pose un dispositif supplémentaire sur la porte. Il ne me donne aucune nouvelle. C'est comme si toutes les choses s'étaient mises en place pour que je ne puisse pas échapper à cet événement. Mais j'étais un peu comme une proie devant son prédateur qui était là, obnubilé, comme un peu fasciné. J'entends, c'était quand même très spécial comme réaction que j'ai. C'est comme si j'avais été hypnotisé, quoi. Je veux dire, ça, c'est totalement irrationnel, comme ce que je vous dis là, mais... Hypnotisé. Oui, comme le serpent devant la mangouste, vous savez. Je suis allée me coucher tranquillement et à 3 h du matin, d'une façon très, très brutale, la porte de ma chambre à coucher s'est ouverte. Ariane habite alors avec son mari dans une commune chic de la campagne genevoise. Une belle villa où elle exerce comme psychothérapeute. Mon mari, à l'époque, avait de l'insomnie, il était un peu désorienté par rapport au rythme veille-sommeil, donc je savais qu'il se baladait dans la maison, donc je ne me suis pas fait plus de soucis que ça. J'ai quand même demandé qu'est-ce qui se passe. Et il n'y a pas eu de réponse. Alors je me suis levée, je suis descendue dans la maison. J'ai entendu des bruits de voix, j'ai pensé que c'était la télévision qu'effectivement mon mari était en train de regarder. J'ai senti une odeur bizarre dans cette maison. C'est quelque chose qui m'a beaucoup troublée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Et en fait, c'était une odeur étrangère à la maison. Je connais bien l'odeur de ma maison, c'était pas du tout l'odeur habituelle. C'était un peu comme un... Ouais, c'était un peu un flair animal. J'ai commencé à... Mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai demandé à mon mari, mais pourquoi est-ce que tu es monté? Il y a un problème? Il était, je ne suis pas montée. Tu es sûr que tu n'es pas montée, etc. Et qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, c'est peut-être la dame, une des dames. Je dis, mais quelle dame? Il me dit, oui, il y a des dames qui ont frappé à la porte-fenêtre et qui m'ont dit qu'elles étaient accidentées, qu'elles avaient besoin du téléphone, qu'elles avaient besoin des toilettes. Alors, je dis, alors? Il me dit, bah, écoute, je les ai fait entrer. Je dis, comment ça, tu les as fait entrer? Il dit, oui. Je dis, où elles sont? Alors, je ne sais pas. Alors, j'ai commencé à regarder partout. Personne. Comme je ne trouvais personne, je ne trouvais rien, je n'ai pas fait confiance à cette odeur qui m'avait semblé quand même tout à fait inhabituelle, parce que j'étais dans un état de demi-sommeil. Parce qu'à votre avis, cette odeur, c'était une odeur de quoi? C'était une odeur de gens qui sont en pleine action, de stress, vous savez, c'est un mélange de sueur, de parfum, difficile, c'est une odeur que je ne connaissais pas, mais j'ai reconnu que c'était une odeur de stress. Mais je suis allée me coucher. La porte de ma chambre s'est rouverte et j'ai vu cette forme encapuchonnée, avec un grand capuchon bordé de fourrure, détournant la tête de mon lit, donc regardant de l'autre côté, et ayant remarqué la première fois qu'elle était entrée que mon sac était posé au pied de mon lit, se diriger droit vers le sac et a embarqué le sac. Et vous n'avez pas bougé? Je n'ai pas pu bouger. Je n'ai pas pu bouger pour la simple et bonne raison que j'ai expérimenté, j'espère pour la première et la dernière fois de ma vie, ce qu'on peut appeler une sidération. J'étais paralysée dans mon lit. Hélas, ce jour-là, le sac d'Ariane contenait de l'argent et des bijoux. Mais là n'était pas le plus inquiétant. Il contenait aussi des clés qui pouvaient intéresser les cambrioleurs. J'étais très ennuyée qu'on m'ait volé mon trousseau de clés, parce que dans ce trousseau de clés, en plus, il y avait stupidement, je dis stupidement parce qu'elle ne servait à rien, cette clé, une clé de safe de maison,
Mon safe étant vide, il y avait quelques papiers dedans, mais il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de bijoux, il n'y avait pas de valeur. Je me suis dit à ce moment-là, eh bien, si on me vole mon trousseau de clés, et que cette clé est là, ils vont revenir. On a rarement de la chance dans son malheur. Pour Karine aussi, il y a un facteur aggravant qui complique l'histoire. Elle travaille sous les combles, mais le bruit qu'elle a entendu vient du premier étage où dort sa petite fille. D'abord, j'ai pensé que c'était mon mari en fait, qui rentrait plutôt du travail. En fait, ça m'étonnait qu'il ne vienne pas me dire bonjour, comme il fait d'habitude. Et du coup, je me suis inquiétée. J'ai vu l'ombre de quelqu'un qui arrivait vers moi, derrière la porte. Et en fait, d'abord, j'ai cru que c'était quelqu'un que je connaissais, que c'était l'architecte de la maison, parce qu'il avait la même physionomie. Et après peut-être une seconde comme ça, j'ai remarqué qu'en fait, c'était pas cette personne-là. Et en fait, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait là et pourquoi il était là. Et il m'a répondu en suisse allemand qu'il cherchait une femme. Et voilà, je lui ai expliqué qu'il s'était sûrement trompé, que c'était nous qui habitions ici et que j'allais lui montrer sur la sonnette qu'il y avait notre nom. Et le but, c'était vraiment de le faire descendre dans l'escalier devant moi. Vous aviez quoi dans la tête à ce moment-là? Qu'il parte le plus vite possible. Et que ce soit quand même encore moi qui tienne le couteau par le manche. Alors c'est là que ça se termine. Voilà, en fait, je lui ai montré que c'était notre nom sur la sonnette. Et puis il a repris son vélo, il est parti. Et moi, la première chose que j'ai fait, c'est de remonter voir si ma fille allait bien, si elle avait rien, si elle dormait toujours. Et on vous a quand même pris quelque chose. Je suis pas sûre, en fait. Hein. Je sais pas combien j'avais dans mon porte-monnaie. Enfin, pour vous, l'important, c'est pas l'argent qu'on vous a pris. Non. C'est quelque chose d'autre qui s'est passé pour vous. Mm-hmm. Ce qui m'a plus gênée, c'était le fait qu'il ait pu aller vers ma fille, en fait. Quand on a un tout petit bébé, on a l'impression que c'est à nous de gérer tous les dangers qui peuvent l'entourer. Et le fait que j'ai pas pu la protéger de ça, en fait, je me sentais coupable qu'il ait pu aller vers elle. C'était donc le 3 juin 2010, 10 h du matin, je venais d'aller à la boîte aux lettres. Je vaquais à mes occupations. Tout d'un coup, je vois quelqu'un qui se présente à la porte, chapeau de paille, veston bleu, pantalon clair. Je me dis, c'est un client. J'entrouvre la porte comme ça, et il se met à pousser la porte. Moi, j'essaie de retenir, impossible. J'ai voulu résister. Il m'a empoigné, il m'a jeté au sol, ici. Là, j'étais couché ici, avec cette statue-là que j'étais en train de restaurer, qui aurait failli d'ailleurs faire une victime de plus, Caracalla, en me tombant dessus. Il s'est mis à califourchon sur moi. Il a commencé à me scotcher la figure et j'étais tellement paniqué de peur d'étouffer que je me suis débattu. Pendant ce temps, j'entendais des bruits devant la vitrine, de bris de verre, etc., de vacarme pas possible. Deuxième individu est arrivé. L'autre a fait en sorte, justement, je l'ai compris après, que je ne vois pas le deuxième. Et c'est là qu'il a commencé à fracasser les vitres. Et puis moi, tellement paniqué, donc je me suis débattu, je me suis retourné, je l'ai vu, j'ai vu ses yeux devant moi, je veux dire, j'ai vu que ses yeux, puis je l'ai supplié, mais je ne pourrais pas vous dire si je l'ai supplié oralement ou mentalement. Il a sorti à ce moment-là une arme, comme ça, qui m'a pointé sur le ventre, et ça m'a paradoxalement soulagé qu'il arrête de vouloir m'étouffer. L'instant d'après, tout est fini. Ils sont partis.
En quelques minutes, la vie de Gérald a basculé. Je suis totalement émietté, je suis en morceaux, je n'arrive plus à me rassembler, je ne sais plus ce qui se passe. Mais c'est un véritable cataclysme. C'est un cataclysme, ça a été... je veux dire, ma vie, c'est comme si elle avait changé, je sais pas, du tout au tout. Je veux dire, il y a un avant et un après. J'ai perdu quasiment l'entier de ce qui était exposé dans ma vitrine. Voilà les rescapés du désastre. Donc ça, c'est des bijoux de piercing qui sont restés par miracle tels quels dans la vitrine brisée. Et puis ça, c'est les 1, 2, 3, 4, 6 bijoux que j'ai fabriqués qui sont tombés par terre et que j'ai trouvés le lendemain. Voilà ce qui me reste sur une centaine de bijoux. Et je n'ose plus les mettre dans la vitrine pour essayer de les vendre. Est-ce que c'est au fond de mon coffre que je vais pouvoir les vendre? Le bijoutier n'est pas touché qu'au portefeuille. S'il travaille beaucoup sur commande, sa plus grande fierté réside dans ses créations. Il y avait mis son âme. Impossible de reconstituer cette vitrine. Moi, je ne peux pas, psychologiquement, je ne peux pas, il y a quelque chose qui me retient. J'aimerais bien, si vous voulez, mais maintenant, il n'y a plus rien à montrer. Quand quelqu'un passe et regarde votre vitrine, parce qu'il y en a tout le temps qui passent, comment vous... Je les entends penser. Oh, ben dis donc, il n'y a pas grand-chose là-dedans. 5 jours plus tard, ça s'est passé un mardi, le dimanche soir de la même semaine, la porte sonne. J'attendais personne. Et instinctivement, comme ça, j'ai eu une espèce de peur au ventre. Et je suis allée à la porte et j'ai dit « Qui est-ce » Et j'ai entendu une voix, la voix d'une femme jeune, bien élevée, très courtoise, qui m'a dit « Ah, écoutez, madame, est-ce que vous êtes d'accord de m'ouvrir parce que j'ai trouvé votre trousseau de clés ?» Je savais que quelque chose de... ça n'allait pas du tout. Il y a quelque chose qui n'allait pas du tout, qui était en train de se passer. Et j'ai parlé un bon moment à travers la porte avec cette femme. Je lui ai dit, écoutez, j'étais cambriolée la semaine dernière, je n'ouvre plus. Oh, je suis vraiment désolée pour vous, madame, vraiment désolée. Mais alors, qu'est-ce que je fais des clés, me dit-elle. Je lui ai dit, alors les clés, vous allez les laisser exactement où vous êtes, à vos pieds, là où vous êtes, et vous allez quitter la propriété à l'instant même. Et je l'ai vue partir. J'ai vu une femme partir. J'étais quand même pas tranquille, mais je me suis dit, bon, je vais regarder ma montre. Je vais attendre un moment, j'ai quand même ces clés. J'ai pas envie qu'elles se baladent dans la nature, donc si effectivement ce serait une bonne affaire que ce soit mes clés. J'ai cédé au bout de 8 minutes. 8 minutes, et j'avais l'impression que c'était, je sais pas, une demi-heure. Ok, j'ouvre. Et j'ai ouvert. Et malheureusement, j'ai eu en face de moi une femme en position de tir avec un revolver à la main qui me braquait. Et si vous me demandez ce que j'ai ressenti, je peux vous dire que j'ai eu l'impression vraiment d'arriver... J'étais à la fin de ma vie, quoi. C'était ma dernière heure, comme on dit, ma dernière heure est arrivée. J'étais face à la mort. Et j'ai hurlé, j'ai braillé. Non. J'ai hurlé non. À ce moment-là, mon mari, m'entendant hurler non, sort du living room. Il ne voit pas le revolver. Et le pauvre, tout fragile et vulnérable qu'il était à l'époque, lui saute dessus. Et elle le repousse dans l'escalier, et il tombe en arrière, il s'est mis à saigner de tous les côtés. Et moi, voyant ça, la moutarde m'est montée au nez, je lui ai sauté dessus aussi. Je l'ai repoussée de toutes les forces que je pouvais imaginer. Et elle était costaude, donc je ne faisais pas le poids. Mon petit mari, à côté, est arrivé, il lui a sauté dessus, et je ne sais pas comment on a réussi les deux à la repousser et à refermer la porte sur elle, à fermer le verrou.
Et à ce moment-là, moi, je me suis écroulée, enfin, je tremblais de la tête aux pieds. J'étais dans un état de choc total, mais là, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé la police. Et quand la police est venue, j'ai pas voulu les laisser entrer. Bon, 6 ans plus tard, je me sens encore stupéfaite. Aujourd'hui, pour Ariane, beaucoup de choses ont changé. Elle a quitté cette campagne où les bons souvenirs demeurent mêlés de tristesse et de mauvaise conscience. Je me suis reproché de n'avoir pas réfléchi aux problèmes de sécurité de cette maison plus tôt. Mon mari n'était plus en état de le faire, c'était donc mon rôle. Et ça nous aurait évité tout ce qui s'en est suivi et qui a certainement contribué à détériorer la santé de mon mari d'une façon extrêmement grave. Puisqu'il a passé pratiquement 1 an à l'hôpital à la suite de cette histoire. Et qu'il serait peut-être encore avec nous. J'ai tout bazardé, tous mes meubles de famille, j'ai tout bazardé. Je n'ai plus voulu garder quoi que ce soit qui me rappelait ma vie là-bas, à cette époque-là. Et j'ai vraiment tout liquidé. J'ai distribué, et je me suis construite un nouveau cadre neutre, un nouvel écrin, tout à fait neutre, tout à fait vierge, avec des couleurs calmes, apaisantes et sans souvenir. Quand vous en parlez, on dirait presque que vous avez eu besoin d'un nouveau lieu pour renaître. C'est vrai. C'est vrai. Vous viviez dans une villa, vous vivez en appartement. C'est vraiment comme ça, c'est un choix? Oui, c'est un choix. Quand je me suis retrouvée seule dans cette maison, je suis devenue vraiment parano. J'écoutais chaque bruit, j'entendais chaque craquement de parquet. Tous les bruits de la maison, qui étaient des bruits familiers, qui étaient des bruits rassurants, tranquilles, avant, sont devenus menaçants. Et moi, maintenant, dans l'immeuble où je vis, Dieu sait que j'avais l'habitude d'être au calme. Mais je peux vous dire que le bruit des pas des gens qui habitent au-dessus, quand ils marchent, je me dis « Oh, quel bonheur, il y a du monde !» On est chez mes parents dans la chambre dans laquelle j'ai habité après mon agression. Je dormais le maximum parce que quand on dort, on n'y pense pas. Quand on dort quoi. Donc je dormais jusqu'à 15 heures à peu près. Difficile d'en sortir, à tout âge. Gilles, 20 ans au moment des faits, se souvient comme s'il y était de son étrange état dans les mois qui ont suivi. Je peux rien faire seul, quoi. Rien du tout. Et puis c'est la paranoïa complète. Je suis persuadé que la nuit, quand je suis dans cette chambre, je suis persuadé qu'il y a quelqu'un qui est dans le corridor juste à côté, alors qu'il est 4 heures du matin, quoi. Et puis je peux plus bouger. J'ai consulté un psychologue spécialisé. Et puis au début des séances, je me suis dit que je m'en sortirais jamais. Jamais, jamais, jamais. Son histoire commence peu avant Noël, en ce temps où rien de grave ne semble devoir se produire, pour personne. Gilles passe l'après-midi en famille à fabriquer des décorations pour les fêtes, puis il rentre chez lui. J'arrive dans ma rue, je trouve une place de parc. J'essaye de me parquer dans cette place. Il y a une voiture qui attendait derrière moi. Et à ce moment-là, quand je suis à 2 doigts d'éteindre le moteur, il y a la porte passager qui s'ouvre. Il y a quelqu'un qui me regarde avec un pistolet dans les mains et une cagoule posée sur la tête. Il a baissé la cagoule, il est rentré dans la voiture. Et puis là, il me dit démarre. Moi, je crois, pendant les 2 premières secondes, quand j'ai vu qu'il avait ouvert... Enfin, d'abord, il ouvre ma portière.
Je comprends rien. Je vois sa tête. Je comprends pas qui c'est. Il met sa cagoule. Pendant 2 secondes, je me dis, mais c'est un copain qui me fait une blague, c'est pas possible. Puis 2 secondes après, je remarque que c'est vraiment un mec que je connais pas avec une cagoule et un flingue dans ma voiture. Il voulait mes cartes de crédit, il voulait de l'argent. Et puis on a roulé, stressé, j'avais le pistolet pointé sur mon genou. En même temps, je me disais, bon, s'il le pointe sur mon genou puis qu'il me tire dessus, il est emmerdé parce que je vais faire un accident, quoi. Et alors là, il va se passer quelque chose de bizarre, c'est-à-dire que ces codes, vous les avez? Sur le compte où il y avait un peu d'argent, c'était le compte que je venais de faire. Et puis du coup, j'avais pas mon code, il me disait, enfin il croyait que je me foutais de lui. Puis il hurlait à côté de moi, donne-moi les codes, arrête de te foutre de ma gueule. Et puis finalement, je lui ai dit, attends, mais j'ai sur mon bureau chez moi, j'ai le code et j'ai une coloc. Donc j'ai pu appeler ma coloc. Ma coloc, je lui ai dit, salut, tu peux me donner le code qui est sur mon bureau, etc. Et puis elle, pour faire une blague, elle me dit non. Donc, puis j'étais en haut-parleur et tout, hein, y avait l'agresseur à côté, en haut-parleur, et puis ma coloc à l'autre bout. Et puis finalement, je lui dis, bon, s'il te plaît, donne-moi les codes, j'en ai besoin. Elle me donne le code, c'était 6 chiffres que j'ai dû retenir par cœur jusqu'à l'arrivée. Elle m'a dit, si tu te trompes, ça va mal se passer. Mais vous savez où vous allez? Non, il me dit de rouler en direction d'Yverdon. Et puis ensuite, pendant le voyage, il me dit bon, il va falloir que tu trouves un lieu sombre où il n'y a personne et où il n'y a pas de caméra. Et puis là, tout à coup, je me suis dit, oh putain, il va me tuer. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Ils aboutissent dans un parking où ils sont rejoints par un complice qui s'empare des cartes de crédit. Les codes fonctionnent. Curieusement, avant de déguerpir, les bandits qui emportent son téléphone portable lui ont rendu sa carte SIM en lui disant « On te rappellera ». Autour de vous, on y croyait à cet appel? Pas tellement. Pas tellement. La police, pas du tout. La police se disait, mais il va pas rappeler, quoi. Pourquoi il rappellerait? Parce que rappeler, ça, c'est pas juste rappeler. Il faut venir encore chercher l'argent, quoi. Mais la nuit n'est pas terminée. J'ai pris ma voiture et j'ai foncé à toute allure. J'étais à 160 sur l'autoroute. Vous êtes dans quel état, là? Je suis paniqué, je comprends rien, je pense pas, je vais à fond pour rentrer à Neuchâtel. Alors là, je suis tellement dans la paranoïa que je pense qu'il y a quelqu'un qui est caché dans mon coffre. Et puis mon coffre, il est pas très grand, hein, donc c'est impossible. Je sais pas quoi faire. Parce qu'ils m'ont dit aussi, pendant le trajet, ils m'ont dit si tu vas à la police, on connaît quelqu'un là-bas, ça va mal se passer, etc. Puis après, j'ai pensé à un truc, je me suis dit, mais j'ai un pote qui a toujours son immeuble ouvert. Et puis du coup, je me suis parqué n'importe où vers chez lui, j'ai couru tout droit sans regarder derrière. Je suis rentré dans l'immeuble, j'ai fermé la clé derrière moi, je suis monté les escaliers, j'ai tapé contre la porte, j'ai ouvert. Puis il y avait sa mère qui était là, qui m'a accueilli. Et puis j'ai expliqué vite en gros mon histoire, c'était la panique totale, elle a allumé les lumières, moi je les ai éteintes, on s'est baissé, j'ai dit non, 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 faut pas allumer, enfin c'était tout un truc. Et puis finalement, on a appelé la police, et puis la police ils sont venus, ils m'ont embarqué au poste, et puis après c'était au poste, quoi. Gilles est ensuite recueilli par ses parents, il se terre avec son chien et livre bataille à ses fantômes. Si mon chien aboie, c'est qu'il y a quelqu'un, s'il aboie pas, c'est qu'il y a personne. Il dormait toutes les nuits dans le lit. Ça vous calmait? Ben, je me disais que s'il aboyait, il fallait que je panique, quoi. Mais que s'il aboyait pas, à moins qu'il ait un bug, voilà. Après l'agression, je suis plus jamais retourné habiter à Neuchâtel, donc je viens direct ici. Et pendant 3 mois, je bouge plus de cette chambre.
Vous ne bougez plus. En gros, j'ai essayé de ressortir quelques fois, j'allais quand même manger au salon, mais j'étais 18 heures par jour ici. En fait, Gilles, quand il ne dort pas, ne fait qu'une chose, il attend l'appel de son agresseur. J'attendais l'appel, mais j'en avais un peu peur, mais je l'attendais. Ouais, tous les jours, j'attends. J'ai toujours mon téléphone. J'attends tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et je savais qu'il rappellerait, j'étais sûr, parce que il savait que j'avais un peu d'argent sur le compte, puis il avait rien pu retirer, quoi, quasi. Il avait pu retirer quelques centaines d'euros. Donc, il allait me rappeler. L'argent, c'est un appât, quand même. L'agresseur va-t-il se manifester? Pendant que Gilles attend son appel, Gérald cherche à reprendre le contrôle de sa vie. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose physiquement pour me sortir de cet état psychique et physique dans lequel j'étais tombé. Je trouve que la natation, c'est un petit peu une métaphore de la vie. C'est-à-dire que si vous ne nagez pas, si vous vous immobilisez, vous sombrez. Et puis c'était une espèce de lavage aussi quotidien que je devais faire pour me laver de cette souillure qu'on m'avait infligée. Pour guérir, Gérald doit comprendre sa drôle de maladie. D'abord, il cherche à mettre un nom sur ce qu'on lui a fait. C'est l'humiliation totale, quoi. C'est-à-dire l'humiliation en tant qu'être humain. Parce que pour l'agresseur, vous n'êtes plus un être humain. Vous êtes une proie qu'il faut neutraliser et dépouiller. Donc vous êtes réduit à rien du tout. La deuxième humiliation, c'est l'humiliation de l'homme. Ça veut dire que je n'ai pas pu résister, je me suis fait battre, j'ai rien vu venir, ou plutôt j'ai vu venir, mais j'ai rien pu faire. Donc ça, c'est la deuxième réaction qui vient des viscères, si vous voulez. Il y a quelque chose qui ne passe pas, rattaché à un fait précis. Peu de jours après l'agression, sur des photos que lui présente la police, Gérald reconnaît son agresseur qui vient d'être arrêté. Mais la justice le relâche, faute de preuves. C'est la non-reconnaissance de la justice à mon égard. Dire qu'il n'y a pas assez de preuves, j'entends, qu'est-ce qu'il faut? J'ai été bafoué, humilié en tant que citoyen. Et je crois que je serai définitivement guéri de cette agression quand la justice m'aura été rendue, par l'institution. Et vous avez été reçu par la LAVI? Alors j'ai été reçu par la LAVI, qui est vraiment une institution extrêmement bénéfique, je trouve. En tout cas, je suis tombé sur une dame extrêmement ouverte, qui n'a pas du tout lésiné sur son temps, avec qui j'ai pu parler pendant 1 heure ou 2, pour m'épancher, j'entends. Depuis 20 ans, le droit suisse admet qu'on a besoin, comme victime, d'être reconnu par l'institution. Qu'on vous dise, oui, il vous est arrivé quelque chose. Des centres LAVI existent dans tous les cantons. Il avait été constaté que les victimes souvent étaient assez peu prises en considération dans leur statut, dans leur vécu, par la société, notamment par les dispositions légales en vigueur. Et c'est bien pour contrer cette mise à l'écart des victimes que la LAVI a été introduite, a été adoptée. Et c'est vrai que pour bon nombre de victimes, il est important qu'à un moment donné, la société puisse les reconnaître comme une personne qui a été victime d'un événement particulier. On est aussi un lieu d'information pour pouvoir informer la personne sur ses droits, sur la procédure pénale, comment se passe une procédure pénale, quels sont les rôles de chaque acteur d'une procédure pénale. Et on est aussi un lieu où la victime, au fond, peut faire un bout de chemin pour faire le point sur la façon dont elle surmonte l'événement. Du point de vue du droit, vous avez été reconnu comme victime. À la vie, vous n'aurez pas reçu sans cela. Mais il y a quelque chose qui vous manque encore. C'est ça. Ben oui, parce que la vie, c'est quand même quelque chose de plus ou moins
je ne veux pas dire pas officielle, mais j'entends, c'est pas la justice, ils n'ont pas de pouvoir, si vous voulez. Et les victimes ont gagné des droits au cours des dernières années. Elles occupent désormais une place plus grande dans le procès pénal, mais c'est une place qui est toujours frustrante pour elles, toujours. Parce qu'elles aimeraient que le magistrat, que le procureur, que le juge ensuite prennent clairement leur parti contre celui de la personne qui est accusée. Or, le procureur ne peut pas parce qu'il a les droits des uns et des autres à faire respecter. Alors, je suis évidemment attristé à l'idée qu'une personne soit déçue par la justice, mais vous comprendrez bien que je ne peux pas évoquer un cas particulier parce que dans une affaire, il y a forcément beaucoup d'éléments et des éléments qui doivent rester, malheureusement, en l'occurrence, confidentiels. La femme qui a molesté Ariane et son mari n'a jamais été arrêtée. Le fait que vous ayez pu la repousser, finalement, ça change quelque chose. Oui, ça change tout. Absolument, ça change tout parce que ça m'a permis de ne pas rester dans la position de victime et d'être une... J'ai été victime, absolument, objectivement victime, mais le fait d'avoir pu la repousser, d'avoir gagné, a fait que je n'ai pas eu besoin de rester dans cette position de victime. Je n'avais pas de bénéfice à rester dans cette position de victime, puisqu'on avait gagné, on a perdu beaucoup, mais on a gagné quand même. C'est une jubilation physique même de se dire qu'on a... Voilà. Je mets des pommes de terre, des carottes, de la salade, des laitues, des côtes de bête, des oignons rouges, des oignons blancs et qu'est-ce que je mets encore? De la ciboulette, du persil. Une jolie maison perdue dans les sapins d'un hameau jurassien. Pierrette et son mari espéraient une retraite sans surprise. C'est mon mari qui m'a appris à faire le jardin parce qu'il n'a plus pu le faire compte tenu de son état de santé. Alors il était assis dans son fauteuil roulant, puis il me disait « Pierrette, tu fais pas juste ». Et puis quand on plante quelque chose, on met un cordon, et puis on doit prendre 1 mètre et puis on plante à 10-20 cm, n'est-ce pas? Je me suis pliée au goût du spécialiste. Voilà. Ça arrive bien? Oui. Là, c'est bon. Sauf que je les perdre. Non, tu ne peux pas les perdre. Qu'est-ce que vous avez changé dans votre vie depuis ces agressions? Rien. Mais maintenant, j'ai l'impression, puisque nous avons des alarmes et tout, de vivre dans une prison, d'être un oiseau en cage. Fermer les portes le soir, c'est... Fermer les portes et rouvrir le matin, fermer ses volets, ses fenêtres. On n'a plus pas une fenêtre ouverte, mais c'est pas la vie, ça. Vous en avez parlé avec votre mari? Oh là là, oui. Lui, il est devenu parano. Parce qu'à partir de 7 heures, Pierrette n'a pas été fermer les volets, Pierrette n'a pas fermé les portes, Pierrette n'a pas allumé les alarmes. Pierrette, on va se faire zigouiller. Pierrette est une figure de la région, connue pour ses causes politiques et son travail dans une entreprise horlogère. Il en fallait beaucoup pour la terrasser. Mais une nuit, 2 hommes s'introduisent dans la maison. Ils ont visité la chambre à manger, le salon, le couloir, avant de venir donc nous réveiller dans nos chambres respectives. En ouvrant les yeux, je me dis, mon Dieu, mais tu regardes un polar ou bien qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez vu leur visage? Non. Absolument pas. Je n'ai jamais pu avoir le moindre des indices. Parce que j'étais toujours dans le noir, habillée de foncé, et en fonction des masques qu'ils avaient, vous ne pouviez pas voir un indice, ni la couleur de leurs yeux, ni la forme de leur bouche, ni la forme du nez, rien du tout.
Et on m'a dit, on ne veut pas te faire de mal. Tu nous dis où est ton argent, où sont tes bijoux et la clé du coffre. J'ai dit de l'argent, j'en ai pas. Des bijoux, cherchez et vous trouverez. La clé du coffre, j'ai pas de coffre. Je n'ai pas pensé immédiatement au coffre du premier étage. Après m'extirper de mon lit, ils étaient deux. Celui que j'appellerais le plus grand, le chef, et puis un autre qui m'éclairait avec une lampe torche qui était au pied de mon lit. L'autre m'a pris, pas avec tendresse, vous pensez bien, et il m'a sorti de mon lit et il m'a assis dans ce fauteuil-là. J'aurais dit, ces messieurs, est-ce que j'ai froid? Est-ce que je peux mettre ma robe de chambre, s'il vous plaît? Ils m'ont dit, madame. Ils m'ont attaché avec une corde. J'ai mis mes deux mains comme ceci pour pas avoir les mains entravées. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, tu pourras sortir tes mains, t'enlever tes entraves et puis te sauver pour aller donner l'alerte. Ils sont entrés dans la chambre de mon mari, ils l'ont réveillé. Et là, j'ai entendu crier au secours. Puis il a hurlé parce qu'il a reçu beaucoup de coups. Je ne savais pas ce qu'il devenait. Alors je ne savais pas si mon mari était encore vivant ou quoi. Puis c'est là que j'ai pris la décision de prendre des risques et puis de sauter par la fenêtre puis d'aller chercher du secours pour venir en aide à mon époux. J'ai pu, combien que mal, enlever ma robe de chambre avec mes entraves. J'ai bien écouté pour voir s'il y avait personne dans le couloir. J'ai ouvert ma fenêtre, pieds nus, en chemise de nuit, pour ne pas que la lumière du coin de la maison s'allume. J'ai passé par le derrière du garage et j'ai couru jusque chez ma voisine pour donner l'alerte. Vous pouvez constater, tout est absolument vide. Là, j'avais ma super parure qui appartenait à feu ma mère, où il y avait son collier de perles, sa bague en perles, ses boucles d'oreilles en perles. Et ça, c'est la fameuse montre que on m'avait fait pour mes 30 ans d'usine, aussi en perles, qui était dans ce coffret-là. Je crois que c'est ce qui m'a fait le plus mal au cœur. Et la croix du Christ que mon mari m'avait offert. Le vieux coffre du grand-père, lui, n'a pas été touché. Voilà longtemps qu'il ne contient plus de valeur et que Pierrette n'en possède plus les clés. Seulement voilà, les brigands ne l'ont pas cru. Je n'avais jamais imaginé qu'on pouvait revenir une deuxième fois, parce que je suis convaincue et persuadée que ce sont les mêmes. N'est-ce pas, ils m'ont toujours parlé de ce fameux coffre du premier étage, ce fameux coffre, je le connais depuis que je suis gamine, donc on venait pour essayer d'ouvrir ce fameux coffre. En effet, quelques mois plus tard, tandis que Pierrette s'active dans sa cuisine, machinalement, j'ai regardé l'heure, il était exactement 21h45. Et c'est allé tellement vite, on m'a ceinturé. Par derrière. Par derrière, avec une force inouïe. Et on m'a projeté contre le bahut. Je ne me rappelle plus de rien parce que j'étais complètement groggy. Et je me suis réveillée avec de l'eau froide qui m'aspergeait. Donc vous vous êtes évanoui? Plusieurs fois. Plusieurs fois, et je me suis retrouvée sur mon lit, trempée, je gelais, et j'étais ligotée
avec des menottes. Alors, de nouveau, même question. Où t'as ton argent? Où t'as tes nouveaux bijoux? J'en ai pas. De l'argent, j'en ai pas. Et je recevais des coups de poing, des coups de pied. Ils étaient donc 3. Un était au pied du lit avec une lampe torche qui me crevait les yeux. Deux sont partis. J'avais tellement mal au dos, le 3e est resté. Je l'appellerai le plus gentil. Puis il m'a dit, écoute madame, il te faut collaborer, sinon le chef il veut finir par te tuer. J'ai dit, mais comment, je peux pas collaborer, j'ai plus rien, vous m'avez déjà tout volé. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites avec cette bande de canailles? Vous avez essayé d'entrer en discussion avec eux, de parler avec eux? Oui. Je lui ai dit, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous brigandez des personnes du 3e et du 4e âge? On ne vous a rien fait. Si vous avez faim, vous pouvez demander. Je me lèverai pour vous faire à manger. J'ai essayé de parlementer avec eux, toujours dans le même temps, comme ma mère nous les avait appris, de rester calme, de parler toujours sur le même ton. Mais il n'y avait pas de dialogue avec ces gens-là. Finalement, une alarme fraîchement installée se déclenche. Les 3 hommes s'enfuient en abandonnant sur place leur petit matériel. Je n'ai pas de haine contre ces personnes. C'est des pauvres malheureux, dans le fond. Peut-être qu'ils font ça pour survivre. Peut-être qu'ils font ça pour entretenir leur famille, que sais-je. N'est-ce pas? Mais je ne peux pas les juger. C'est pas à moi de les juger. On est tous frères sur cette terre. Quelles que soient nos convictions, aussi bien religieuses que politiques, que couleur de peau. N'est-ce pas? On est tous des frères, avant tout. Alors comment peut-on venir des monstres? Je me pose des fois la question. Puis j'ai pas de réponse alors. Il y a beaucoup de choses qu'on a de la peine à comprendre. Par exemple, la conviction de Gilles que ses agresseurs le rappelleraient. La police n'y croit pas, ses parents non plus. Et pourtant, 3 mois plus tard, il rappelle. Au moment où il me rappelle, je suis chez mes parents. Je regarde mon attel et puis je me dis, wow, cette fois c'est lui. Enfin, il me dit salut Gilou, comment ça va? Enfin, il est assez amical, quoi. C'est incroyable, il vous parle comme un pote? Il me parle comme un pote, ouais. Ouais, complètement. Et puis, mais bon, c'était pour m'amadouer, quoi, pour avoir... voilà. Et puis, il me demande si je peux lui donner de l'argent, etc. Et puis, moi, je lui dis que ouais, qu'il faut qu'il revienne, mais je lui dis, je lui dis, ouais, moi, je suis paniqué, quoi. Je suis vraiment paniqué. Et puis, il me dit, ouais, mais ça va aller, t'inquiète pas. Enfin, c'était un peu bizarre, quoi. Ce que ces agresseurs ne savent pas, c'est que Gilles fait l'objet d'une surveillance discrète. La police a fini par croire à son histoire, et le jour où ils sont revenus, elle était là. Tout à coup, j'entends « Hé, Gilou, Gilou !» Je me retourne, et puis je vois un gars avec une fenêtre ouverte dans une petite voiture rouge. Il me serre la main, il me dit « Salut, ça va ?» Enfin, pas de problème. Il me dit « T'as l'argent ?» Je dis « Ouais », je lui donne une enveloppe avec 8000 francs dedans. Puis à ce moment-là, j'entends les flics derrière moi qui disent « Les gars, c'est eux, c'est eux !» Et puis voiture en biais devant, voiture en biais derrière, les flics qui courent avec des flingues. Moi, je me fais tirer en arrière. Un flic qui saute en l'air, qui tape sur le pare-brise, main en l'air, sortait du véhicule. Le gars qui panique dans sa caisse, le conducteur qui comprend rien. Et puis après, moi, j'ai plus vu la scène, j'ai été retiré en arrière, et puis voilà. Puis moi, je hurlais, c'était l'horreur, quoi. Pour la police, c'est un demi-succès. Ils n'ont attrapé qu'un seul des agresseurs. Le chauffeur n'est pas de la bande. Mais pour Gilles, c'est le début de la guérison. En juin, j'ai rencontré ma copine. Elle a pris le dessus sur l'histoire. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai pu enfin sortir de ma tête cette agression.
À part la copine, il y a d'autres gens qui vous ont aidé? Alors, bon, alors tout d'abord ma famille, qui était là, chez qui j'ai pu aller. Donc mes parents et ma sœur. Et mon chien, accessoirement. Ensuite, la copine. Il y a eu les psychologues, le monsieur Robert de la Lavie. Et puis, il y a eu la police judiciaire. Être victime n'est pas une position qui est très constructive si c'est une position qui est durable. La position de victime, au fond, la position d'une personne qui, à un moment donné, n'a plus de pouvoir sur le cours de son existence. Et si on est durablement dans cette position-là, au fond, on perd durablement le pouvoir de ses choix, de son parcours de vie. Aujourd'hui, Gilles est tiré d'affaire. Il est même en train de lancer un restaurant-bar à vin avec des amis. Il faut dire qu'il a pu revoir son agresseur et que cette rencontre a tout changé. J'ai voulu le voir pour comprendre pourquoi il avait fait ça. Et puis, il faut bien faire la part des choses. Et puis, il faut faire la différence entre... au début, quand il est rentré dans ma voiture, j'ai vu quelqu'un rentrer avec un pistolet, une cagoule pour me tuer. Et puis, lui rentrer dans ma voiture avec un pistolet pas chargé et une cagoule pour me prendre de l'argent. C'est pas quelqu'un qui venait pour faire du mal, même s'il en a fait moralement. Il venait pas pour faire du mal physiquement et ça change beaucoup. Et puis après, j'ai appris que l'agresseur avait un salaire de 800 € par mois, qu'il avait une famille à nourrir, un père qui n'est pas présent, il a 25 ans, il a sa copine qui allait avoir un enfant. Donc c'est tout des trucs qui font que à un moment, faut pardonner, sinon on s'en sort jamais, quoi. Ça n'était pas des méchants, c'est des gens qui ont fait une connerie. L'agression, j'ai tourné la page, je veux dire, je ne veux pas me complaire dans l'état de victime. Je n'ai pas d'esprit de vengeance, je ne suis pas du tout animé par la vengeance, mais j'aimerais que ces gens qui nous font autant de mal se rendent compte du mal qu'ils font à leurs semblables, qu'ils prennent conscience du mal qu'ils ont fait et qu'éventuellement, ils meurent de honte. C'est tout. La crise incessante qui submerge l'économie et les hommes fabrique de la misère et la misère fabrique les misérables. La violence fait partie de cette époque troublée. Toutes les violences. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la grande majorité des actes de violence sont commis entre personnes qui se connaissent. Donc au fond, de façon générale, on risque beaucoup plus, statistiquement parlant, d'être victime d'une personne qu'on connaît, avec qui on a une relation proche, plutôt que d'être victime par un inconnu. Et c'est vrai que les brigandages, à ce titre-là, constituent une exception. L'intrusion n'en reste pas moins un choc dont on se passe et qui vous change une vie. Si cette personne-là est venue chez moi, c'est qu'elle a imaginé qu'il y avait quelque chose à prendre. Et du coup, ça a mis le doigt sur le fait que voilà, les gens peuvent avoir une certaine image de ce que je suis et de ce que j'ai. Et voilà, et je me suis demandé quelle image je renvoyais. Et ça, c'était vraiment une question que je ne m'étais jamais posée avant. Peu avant le jour de l'an, un couple de retraités de Prangin, dans le canton de Vaud, a été victime d'un homejacking, un cambriolage à main armée, chez soi, ligoté et menacé de mort, pistolet sur la tempe. Alors, on le répète, ces cas sont heureusement rares et sans commune mesure avec la vague de cambriolage qui touche la Suisse romande, 22 dans la seule région genevoise pour les 2 premières semaines de décembre.
Mais comment s'en protéger? Quelles mesures prendre pour que cela ne vous arrive pas? Et si c'est le cas, comment se reconstruire après une agression ou une intrusion? Questions et réponses sur notre forum avec Olivier Robert, directeur du centre La Vie d'aide aux victimes à Neuchâtel, un expert de ces cas douloureux et bon connaisseur également des mesures de prévention. Excellente semaine à vous tous, très belle soirée et à bientôt. Vous pensez que vos données médicales sont gardées secrètes, qu'elles ne concernent que vous et votre médecin? Eh bien, pas du tout. L'enquête de temps présent révèle comment, au nom des nécessités de l'économie, notre intimité est grignotée, notre situation médicale menacée d'indiscrétion. Les médecins et les patients dénoncent. Attention, le secret médical est en péril.